Rebonjour pour la deuxième partie de l'analyse et du résumé du roman Le Rouge et le Noir. En fait, pour la première vidéo, je n'avais pas pris conscience à quel point la vidéo allait être longue, donc j'ai décidé de la couper en deux. Cette partie-ci de la vidéo, je vais plutôt m'acharner à une analyse brève, mais en même temps, je vais essayer de la rendre assez exhaustive sur le roman Le Rouge et le Noir. La problématique qu'on va prendre n'est pas une problématique très originale parce que c'est quelque chose qui a été repris par plusieurs commentateurs. Le personnage Julien est un personnage très paradoxal. Tout au long du roman, Julien change de personnalité, change de vision du monde et il semble aussi qu'il se contredit à plusieurs moments. On sait qu'au début du roman, Julien aspire à un certain succès social, à une fortune et en quelque sorte, on peut dire qu'il espère mener une vie bourgeoise, mais bourgeoise noble plutôt. Donc, en fait, ce qu'il veut, c'est qu'il veut revenir à l'époque napoléonienne où n'importe qui, à travers une bravoure, en prouvant sa bravoure au champ de bataille, peut accéder à la noblesse. Donc, c'est le cas notamment de la majorité des maréchaux de Napoléon. C'était des gens d'une classe sociale assez basse qui, auparavant, Napoléon n'aura jamais eu l'occasion de monter aussi haut dans la société, mais que grâce à leur bravoure au champ de bataille, ont accédé à un titre noble des plus hauts de Paris. Mais cette ambition-là est ambiguë, car à plusieurs moments dans le livre, Julien semble avoir une grande opportunité pour accéder justement à ce succès social qu'il semble désirer tellement. Donc que ce soit avec Madame de Fervaques lorsqu'il écrit des lettres, que pour rendre jalouse Mathilde, mais Madame Fervaques tombe dans cette duperie et elle a la position sociale pour assurer à Julien un titre noble. Julien rejette complètement Madame de Fervaques, que ce soit la proposition de Fouquet qui, elle, est un peu plus modeste, on pourrait dire. Fouquet lui propose une vie indépendante, une vie de bourgeois indépendant de la société. Julien refuse cela aussi. Mais le plus flagrant, je dirais, c'est lorsqu'il refuse la proposition de Korazov, du prince Korazov, qui incite Julien à marier sa cousine et ainsi il sera immédiatement noble, il sera immédiatement complètement riche, il va accéder à la société à laquelle il désire depuis le début. Julien refuse cela d'une manière très mystérieuse et ça le rend très ambigu aussi par rapport aux expectations du lecteur. On pourrait ensuite dire que Julien, en fait, ne veut pas trop cette position sociale, mais en fait, il désire plutôt une revanche sociale. Il revendique, en quelque sorte, sa position sociale. Il mène une lutte sociale. Cela semble être le cas, surtout vers la fin du roman. Donc, au procès, lorsque Julien se positionne lui-même dans une lutte sociale, où est-ce qu'il pointe ses juges et leur dit qu'ils ne sont pas de sa classe sociale, que ce sont les ennemis de la jeunesse, qu'ils sont là que pour écraser les jeunes, qu'ils ont de l'ambition comme lui, qu'ils veulent en fait maintenir l'ordre de la société d'une manière fixe et stable. Donc, on doit repositionner le roman dans son contexte social. Donc Stendhal a écrit la majorité de son roman en 1829, donc en pleine Restauration. Et la Restauration avait comme but de revenir à l'Ancien Régime. Donc, les nobles voulaient opprimer les jeunes trop intelligents, comme Julien, les jeunes qui sont trop bien éduqués et qui risquent de faire une autre révolution. Ils ont peur d'une autre révolution française et tentent d'opprimer ceux qui sont trop éduqués pour justement bien la mener. Et c'est ça que Julien dénonce à la fin du roman. Et ces éléments-là
se retrouve aussi éparpillé dans le roman lui-même. Par exemple, lorsqu'il mène sa conquête amoureuse de Madame de Rênal, Julien va en fait se retirer rapidement de son plaisir pour en fait dire que Madame de Rênal, malgré qu'elle est bonne, malgré qu'elle est gentille, est née dans le camp ennemi. Parce qu'elle est née noble. Ensuite, Mathilde, toute la conquête amoureuse de Mathilde, en fait, n'est pas une conquête amoureuse de cœur en soi, mais c'est plutôt pour prouver à tous les nobles qui poursuivent et qui tentent d'obtenir Mathilde depuis le début. En fait, c'est pour prouver aux autres que Julien, lui, petit paysan, selon ses mots, petit paysan, est capable d'obtenir la main de Mathilde, la fille, en fait, la mademoiselle noble la plus désirée de Paris. Mais si on affirme que l'ambition de Julien est cette revanche sociale, cette lutte sociale, alors là, il y a une scène hyper ambiguë qui contredit absolument ce projet-là. C'est la scène de la mission secrète des Ultras. Monsieur de la Mole envoie Julien dans une mission secrète pour rendre une lettre à un autre Ultra. Donc, cette lettre-là avait comme but de renforcer et d'affirmer la force opprimante sur les jeunes tels que Julien. Donc, Julien, petit jeune révolté, est admis dans le cercle le plus intime et le plus secret des ultras qui ont justement comme but d'opprimer en fait, Julien est rentré dans le camp ennemi, comme il le dit, mais dans leur cercle le plus intime. Donc, il est admis comme un des leurs. Julien, à ce moment-là, est comme exactement un noble. Il y a plusieurs commentateurs qui le remarquent. À la fin du roman, Julien est-il vraiment le paysan révolté qu'il affirme à la fin du procès? Eh bien, pas vraiment. Donc, Julien, il est anobli, il est un chevalier, il se comporte comme un noble, il s'est défait de toutes ses manies de paysan, donc il s'est défait de toutes les manies qui pourraient indiquer en fait qu'il n'est pas un noble, et il se comporte tellement comme un noble que même le chevalier de Beauvoisis l'a pris pour un noble. Donc, Monsieur de la Mole, pour inventer le titre noble de Julien, invente une histoire comme quoi Julien était un rejeton, donc il était le fils perdu d'un certain noble. Eh bien, Julien joue tellement bien son rôle de noble que tout le monde y croit. Voilà. Et Julien lui-même commence à y croire. Donc voilà. Le fait que Julien commence lui-même à croire à ce mythe-là prouve bien à quel point Julien n'était plus le même qu'au début du roman. Mais on peut dire qu'à la fin du procès, lorsque Julien est incarcéré et qu'il est très proche de la mort, Julien revient à une certaine sincérité envers lui-même, car il le dit lui-même à un certain passage qu'il était complètement farfelu, que les actions qu'il a posées dans la société étaient complètement dénuées de sens, dénuées de significations profondes, et qu'il s'était laissé empêtrer dans toutes les machineries qu'il détestait tellement, justement. Donc, en fait, lui, petit jeune révolté qui voulait changer la société, c'était plutôt l'inverse. C'est la société qui a réussi à le changer, lui. Donc, lorsqu'il est retiré de cette société-là et qu'il se permet enfin de chercher dans ses propres émotions, il rejette complètement Mathilde. Mathilde qui est dorénavant mariée à lui, il s'en fiche complètement. Et il revient à son premier amour du roman, donc il revient à Madame de Rênal, qu'il a tenté d'assassiner, bien sûr, mais en fait, les deux finissent par se pardonner et ils s'aiment jusqu'à la fin du roman, où Julien se fait décapiter. Donc, doit-on résoudre toutes ces ambiguïtés par rapport au personnage de Julien? Bien, il y a plusieurs commentateurs qui proposent que non. Toutes ces ambiguïtés-là ne sont pas à résoudre. En fait, puisque Stendhal veut que son roman soit un miroir de la réalité, bien la réalité du peuple français
en 1830, donc dans la Révolution de Juillet, bien c'était plusieurs sentiments mixtes, rien n'était absolument clair, tout était justement complètement empêtré, complètement mélangé et tout était ambigu. Donc, est-ce que le peuple voulait une révolution pour la République? Non, qu'est-ce qui se passe? Finalement, ils ont accepté facilement le visage d'un nouveau roi et en fait, le peuple français a attendu jusqu'à 1848 pour faire une autre révolution. En fait, Stendhal, par son titre de Chronique de 1830, tente de coïncider cette chronique-là de 1830 à une histoire personnelle de Julien. Donc, il faut que l'histoire de Julien coïncide avec l'histoire de 1830. Voilà pour ma brève analyse du roman Le Rouge et le Noir. Il reste encore une quantité énorme de choses à dire. Donc si vous voulez que je fasse une autre vidéo par rapport au Rouge et le Noir, vous pouvez me laisser un commentaire en bas. Notamment ce que je pourrais rajouter dans une autre vidéo, c'est l'opposition entre le Rouge et le Noir tellement centrale dans ce livre-là que j'ai laissé de côté pour cette problématique-là. Et voilà, si vous avez encore des questions ou n'importe quoi, laissez-le dans le commentaire en bas. N'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour les prochaines vidéos à venir. Merci.